la Suède est un État souverain. Maintenant, je pense qu'elle, par les décisions qu'elle a prises, elle a auparavant pris des décisions louables concernant la cause palestinienne, par exemple, pour lesquelles la Suède a été largement saluée par le monde. Parce que c'était une position très courageuse lorsqu'elle avait reconnu la première, la Palestine. Maintenant, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait concernant le parallélisme qui est aujourd'hui fait entre la cause palestinienne et l'arabe. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Suède a sa propre stratégie pour servir ses intérêts géostratégiques et politiques. Quelle est la stratégie marocaine que le Maroc présente face à ce qui se passe et qui ne date pas d'aujourd'hui? Parce que la reconnaissance de la race a été déjà faite par le parti qui aujourd'hui est au pouvoir, lorsqu'il était dans l'opposition, lorsqu'il avait déjà présenté une motion au Parlement. Et cette motion avait été rejetée parce qu'on lui avait dit que la reconnaissance d'un État relevait du seul ressort du gouvernement. Aujourd'hui qu'il est au gouvernement, il essaie de reconnaître. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, en tant que Marocains, qui sommes attachés, bien sûr, à la souveraineté nationale, la pleine souveraineté, et au fait que c'est notre droit que de recouvrir notre pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire marocain. Bien entendu, nous ne sommes pas d'accord. Mais il faut bien expliquer à la partie suédoise de quoi ça relève. Il y a plusieurs failles dans le comment a été abordé cette question depuis le début. D'abord, le fait que le dossier soit concentré dans une seule main et qu'il n'y ait pas eu d'approche participative, en incluant notamment les acteurs fondamentaux qui peuvent apporter un plus pour renforcer la position marocaine et aller vers une solution politique concertée et durable. Il y a ça. Il y a deuxièmement l'approche qui a été celle du Maroc pendant quelques décennies, une approche purement sécuritaire et de rente, qui n'a pas donné de fruits. Et troisièmement, je pense qu'il y a quand même une défaillance au niveau de la diplomatie marocaine qui a fait des efforts pour amener certains pays qui avaient reconnu la République sahraoui à revenir sur leurs décisions, parce que vous savez que ces décisions-là souvent sont prises par des États qui ont des intérêts, soit avec l'Algérie, soit avec d'autres États qui sont hostiles à la situation marocaine. Je pense que les défaillances aussi relèvent du fait que le Maroc n'a pas assez fait pour faire prévaloir ses droits sur ces territoires, n'a pas essayé de faire un lobbying au niveau de tous les pays. Oui, il fallait, même moi je l'ai déjà dit, il fallait que le dossier ne soit pas accaparé par une seule main, mais qu'on crée, pourquoi pas, un ministère pour le Sahara, parce que c'est trop important pour le peuple marocain. Et puis suivre tout ce qui se passe pour essayer de trouver des failles au niveau du droit international, etc., pour faire prévaloir notre droit. Ça n'a pas été fait. Je pense que le Maroc agit de manière sporadique, occasionnelle. Il est dans la réactivité. Or que le Maroc doit être dans l'offensive. Et l'offensive, on ne peut pas dire on va être dans l'offensive. Il faut avoir une belle stratégie soutenue, participative. C'est ça qui aurait pu permettre la résolution depuis déjà pas mal d'années pour qu'on puisse avancer vers la construction du Grand Maghreb, etc. Nous avons vu des délégations marocaines partir et revenir avec zéro réalisation. Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience que la construction démocratique du Maroc est une urgence, non pas seulement pour résoudre le problème du Sahara, mais pour mettre le Maroc sur la voie du développement, sur la voie d'une véritable souveraineté nationale et pour permettre au Maroc d'être entendu par la communauté internationale. J'aimerais bien pouvoir l'infléchir. Maintenant, le Parti socialiste unifié que je représente, qui a toujours défendu la cause nationale, qui, je ne sais pas si vous le savez, son leader a été, c'est-à-dire il présidait l'armée de libération nationale au sud, il était prêt à avancer vers la libération de Sidi Ifni, de Tarfaya et de Saguer al-Hamra, etc. En 56, ça ne s'est pas fait, on revient aux accords des Couvillons, etc., qui était derrière, etc. Et notre parti a été le premier à proposer l'autonomie pour les provinces sahariennes sous l'égide de la souveraineté nationale.
Donc nous participons à tous les congrès, nous participons à toutes les rencontres nationales, nous invitons même des partis hostiles à notre cause et nous faisons le travail qu'il faut pour les convaincre et nous y sommes parvenus dans nombreux cas. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons de manière automatique et depuis toujours. Vous voyez, donc c'est un travail continu d'ailleurs. Avec la fondation de Sibin Saïd Aïtedel, nous sommes en train de préparer une conférence internationale sur le Sahara. Et cette préparation a démarré il y a 6 mois déjà. Nous étions à Istanbul en février pour défendre encore une fois la cause nationale et nous sommes parvenus à nous faire entendre. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est de l'abécédaire, mais ça ne semble pas encore bien ancré dans la tête des responsables, c'est que pour défendre une cause juste, il faut envoyer des gens crédibles.